Petra, un joyau perdu dans le désert d'Arabie. L'une des plus mystérieuses cités du monde antique. Commandant l'entrée de la ville, un chef-d'œuvre architectural, le Quesnay. Immortalisé par Hollywood, le monument le plus spectaculaire de Petra a été taillé dans la roche il y a près de 20 siècles. Aujourd'hui, les fouilles archéologiques révèlent les secrets des étonnantes techniques de construction du Quesnay et du peuple du désert qui l'a édifié. L'enquête est en cours. Comment a-t-il été construit? Qui a pu réaliser un tel exploit? Et surtout, à quoi était-il destiné? Le désert du sud de la Jordanie. Tous les ans, plus d'1 demi-million de touristes empruntent le défilé du Siq, un passage encaissé de plus d'1 kilomètre de longueur. Ils refont le trajet suivi par Burckhardt, un intrépide explorateur suisse attiré ici en 1812 par la rumeur d'une ancienne cité perdue. L'étroite gorge serpente entre des parois abruptes qui laissent entrevoir des fragments d'une structure monumentale. Rien ne prépare le visiteur à ce qui l'attend lorsqu'il débouche à la lumière. Devant lui, le plus fabuleux édifice de Petra, le Quesnay. Du haut de ses 39 mètres, son immense entrée à colonnes domine le visiteur qui s'émerveille de ses délicates gravures et de ses imposantes sculptures. Creusées dans la roche de grès rose, les salles intérieures du Quesnay s'enfoncent jusqu'au cœur de la montagne. Le monument garde l'entrée de la ville de Petra, vieille de 2000 ans. Plus loin, la gorge s'élargit pour former une large cuvette. Le site est couvert des vestiges d'une civilisation disparue. Un temple, un amphithéâtre et des dizaines de tombeaux. La majeure partie des bâtiments de l'ancienne capitale, décrite dans les manuscrits sous le nom de Petra, l'équivalent grec du mot pierre, est en ruine. Le Quesnay est le plus grand et le mieux conservé de tous. Aucun des autres bâtiments, les façades qui sont encore visibles à Petra, n'atteint ce degré de perfection. L'historienne Nicole Dweck est fascinée par le Quesnay. Quelles que soient les personnes qui l'ont conçu, elles l'ont extrêmement bien fait. Et ce qu'elles ont accompli est particulièrement spectaculaire. Le Quesnay est la plus belle réalisation architecturale de Petra. Une construction très complexe, d'une hauteur équivalente à 12 étages et capable de rivaliser avec les plus grands monuments du monde antique. Depuis près de 200 ans, les experts bataillent pour découvrir l'identité de son génial créateur. Au cours des siècles, diverses théories ont été avancées, rejetées ou modifiées. Personne ne savait qui avait construit le Quesnay et à quoi il servait. La logistique d'une telle construction, dans un environnement aussi hostile, semblait insurmontable. Les théories concernant la vocation du Quesnay ont varié au cours du temps, parce que chaque nouvelle découverte offrait une nouvelle solution au problème. Pour avoir le moindre espoir de trouver une réponse, les experts doivent avant tout résoudre le principal mystère. Qui a construit le Quesnay? Au XIXe siècle, les historiens connaissaient seulement le nom que les tribus locales de Bédouins lui donnaient. Quesnay Faroun, le trésor du pharaon. En langue arabe, on l'appelle Quesnay el-Faroun, ce qui signifie littéralement « le trésor du pharaon ». L'archéologue jordanienne Kerrieh Amer essaie d'en percer les secrets.
Les Bédouins croyaient que c'était une sorte de coffre-fort dans lequel les anciens Égyptiens avaient caché un trésor. Mais les archéologues ont trouvé des indices prouvant qu'ils n'avaient pas été construits par des Égyptiens. Ils ont pu identifier les spécificités de son style architectural. On remarque beaucoup d'éléments décoratifs empruntés à la Grèce. La ligne brisée du fronton sur les côtés, la tholos, qui est cette structure en forme de rotonde au milieu, le fronton au-dessus de l'entrée et les colonnes à l'avant. Certains détails rappellent la fin du style hellénistique qu'on retrouve dans tout l'Empire romain, notamment à Alexandrie qui se trouve à l'ouest de Pétra. En tenant compte de ces indices, les archéologues ont calculé que la construction du Quesnay devait remonter aux environs des années 80 avant Jésus-Christ, soit 1 millier d'années après la période de grandeur de l'Empire égyptien. C'était à peu près à l'époque de Jésus-Christ. Il n'y avait plus de pharaons. Ce ne sont pas les Égyptiens qui ont construit le Quesnay. La théorie du pharaon s'effondre. Mais il y en a une autre. Des manuscrits gréco-romains vieux de 2000 ans parlent de Pétra, la splendide cité du désert, et la décrivent comme étant la capitale du peuple nabatéen. Les Nabatéens, qui étaient au départ une tribu nomade originaire de la péninsule arabique, sont devenus célèbres pour leurs activités de négoce et leur contrôle des grandes voies commerciales. Les Nabatéens dominent le commerce de l'encens et des épices qu'ils acheminent à dos de chameau à travers le désert d'Arabie. Imaginez une caravane, non pas de 5, mais de plusieurs centaines, voire même de milliers de chameaux. Le centre de toute cette activité est la capitale, Pétra. Pétra est idéalement située au carrefour des plus importantes routes commerciales du monde antique. D'ici, les Nabatéens peuvent faire affaire avec les Romains et les Grecs à l'ouest et les Perses à l'est, en faisant passer leurs caravanes de la péninsule arabique à la mer Méditerranée. Ces activités les rendent riches et puissants. Les Nabatéens avaient la réputation d'être les plus riches des riches. C'étaient les nouveaux riches de l'Antiquité. Les historiens savaient que les Nabatéens étaient gouvernés par une dynastie royale et qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, ils avaient fondé plusieurs communautés dans cette région. Mais personne ne se doutait qu'ils étaient de grands constructeurs capables de créer une ville comme Pétra et son chef-d'œuvre, le Quesnay. Ils ont disparu de la surface de la Terre pendant plusieurs centaines d'années. Jusqu'ici, les vestiges de Pétra offraient peu d'indices aux investigations modernes. Toutefois, de nouvelles recherches commencent à dévoiler les secrets de l'ingéniosité nabatéenne. Les archéologues obtiennent des résultats extraordinaires. Grâce à eux, les mystères du Quesnay peuvent enfin être percés, révélant sa fonction et le nom du grand roi qui est derrière sa construction. Mais la question qui se pose est comment ? Comment les Nabatéens ont-ils réalisé une structure aussi colossale que le Quesnay, qui plus est, au milieu du désert ? Pétra est l'une des plus belles villes du monde antique, et le Quesnay en est le joyau. Les experts savent maintenant qu'elle a été fondée par les Nabatéens. Mais cette découverte soulève un mystère encore plus grand. Comment une tribu de marchands nomades a-t-elle pu réaliser une telle merveille technique ? Cet énorme bond en avant est encore plus surprenant quand on étudie les premiers exemples d'architecture nabatéenne. Les premières tombes nabatéennes sont visibles juste derrière moi, et elles sont assez rudimentaires. Ces tombeaux taillés dans la roche ont un style décoratif très simple, qu'on appelle le cross step, 2 volets de marche qui partent dans des directions opposées. Il semble bien que les Nabatéens aient toujours utilisé le cross step pour décorer leur façade. Le Quesnay, par contre, relève d'une toute autre catégorie.
Ce que les Nabatéens ont accompli ici est différent et plus impressionnant que n'importe où ailleurs. C'était un énorme défi pour les bâtisseurs. Les experts ont voulu comprendre comment ils ont pu tailler une paroi rocheuse quasi verticale sur une hauteur de 39 mètres. L'un d'eux réexamine les indices. On a 2 rangées d'encoches carrées de chaque côté du monument. Le docteur Shaher Rababeh, spécialiste des techniques de construction de Petra, s'intéresse à une série d'encoches ménagées de chaque côté du Casnet. Certains pensent qu'elles étaient destinées à soutenir la charpente d'un échafaudage. Mais s'il y a quelque chose qui manque dans ce désert rocheux, ce sont bien les arbres. Pour dresser un échafaudage à 39 mètres de hauteur, il aurait fallu toute une forêt. Le docteur Rababeh est convaincu que les Nabatéens n'auraient pas compté sur une matière première aussi rare. Il poursuit ses investigations et découvre que ces cavités ne sont pas tout à fait carrées. Elles sont plus larges à leur base qu'à leur sommet. On ne peut pas faire tenir une poutre dans un trou de cette forme. Je ne crois pas qu'ils étaient destinés à soutenir un échafaudage. Le docteur Rababeh a une théorie. Je crois qu'ils servaient de prise pour grimper, comme une échelle. Il pense que ces points d'appui ont été taillés bien après la construction du Casnet, peut-être au Moyen Âge, quand la reproduction de créatures ayant une âme a été jugée choquante. C'est peut-être à ce moment que des iconoclastes ont vandalisé les statues du Casnet. Qu'elles datent de l'époque médiévale ou pas, le docteur Rababeh croit que les encoches carrées n'ont rien à voir avec la construction elle-même. Maintenant, il cherche à savoir comment les Nabatéens ont accédé au site des travaux. Il trouve la réponse, et plus encore, dans un tombeau inachevé. Nous sommes maintenant devant la tombe inachevée. C'est une structure très importante. Cette tombe inachevée révèle les secrets de la construction du Casnet. Elle apporte la preuve que les Nabatéens n'ont pas utilisé d'échafaudage, mais qu'ils se sont servis d'une plateforme naturelle. Les indices montrent que les bâtisseurs ont taillé une plateforme naturelle dans la roche. Ils l'ont utilisée comme une corniche sur laquelle ils se tenaient pour travailler. De plus, cette découverte révèle une approche révolutionnaire de la construction. Ils ont en quelque sorte utilisé la technique de la tête en bas. La principale différence entre les édifices indépendants et les monuments taillés dans la roche est le point de départ des travaux. Dans un bâtiment indépendant, on commence par les fondations, mais dans ceux qui sont taillés dans la roche, on va du haut vers le bas. L'édifice n'a pas été construit selon la méthode traditionnelle du bas vers le haut. Il a été taillé dans la roche du haut vers le bas. Ce qui signifie que les ouvriers ont dû commencer les travaux à une hauteur de 39 mètres. L'emplacement du Casnet a été soigneusement choisi. Les contours naturels de la falaise dessinent un étroit sentier jusqu'au sommet. La montée devait être délicate. En fait, elle a pu être facilitée par une solution très simple, des marches sculptées dans la roche. On en voit encore des vestiges dans les falaises qui mènent au sommet du Casnet. Une fois sur place, les ouvriers du travail. Ils procédaient en 2 étapes. Ils commençaient par tailler la surface inégale de la falaise. En partant du sommet, ils creusaient le long de la paroi pour créer une première plateforme de travail. Une fois installés sur cette corniche, ils poursuivaient vers le bas en taillant la roche pour obtenir une surface de travail plane. Tout autour du monument,
le docteur Rababé a identifié les marques laissées par les outils rudimentaires utilisés pour chaque phase de la construction. Les grandes entailles creuses montrent que le gros œuvre se faisait à la pioche. Ils ont dû mettre des mois à creuser le grès. Arrivé en bas, la paroi lisse était prête à être sculptée. La deuxième étape pouvait commencer. Les ouvriers remontaient au sommet, découpaient une autre corniche et commençaient le laborieux travail de décoration de la façade. Chaque découpe devait être parfaite. S'ils faisaient une erreur, ils ne pouvaient plus remonter pour la rectifier. Après avoir analysé les marques d'outils, le docteur Rababé estime que ces petits trous ont été faits par des pointes métalliques et des maillets. Et les fines rayures qui recouvrent les sculptures et les colonnes sont produites par des ciseaux à dents. Les Nabatéens n'avaient peut-être que des outils en fer, mais ils les ont utilisés de façon très habile pour façonner le grès tendre de Pétra. À mesure qu'ils descendaient, les ouvriers révélaient l'aspect de la structure finie. C'est comme s'ils faisaient tomber un immense rideau de pierre pour dévoiler un chef-d'œuvre. C'est une technique de construction radicale. Ils étaient hautement qualifiés et très versés dans l'art de sculpter des monuments. Mais leur ingéniosité ne s'arrête pas là. Ces bâtisseurs du désert ont mis au point une brillante méthode de gestion de l'énorme volume de déchets produits par le chantier. Des indices relevés autour de Pétra révèlent le secret du double objectif du site de construction. La roche superflue était extraite sous forme de gros blocs de pierre. On découpait des tranchées dans la corniche en suivant un schéma quadrillé. Les cubes ainsi formés étaient alors extraits et détachés de leur base à l'aide de points de clivage naturels. Ensuite, au lieu de s'épuiser à redescendre les blocs de pierre, les Nabatéens se contentaient de les pousser par-dessus bord. Ils étaient ensuite transportés sur des sites de construction avoisinants où on les réutilisait pour construire les fondations de bâtiments indépendants. Le Quesnay était tout à la fois un site de construction et une carrière. Cependant, cette technique inversée avait un prix. Il n'y avait aucune marge d'erreur. Dans un bâtiment indépendant, les ouvriers peuvent s'assurer de la solidité des murs et des colonnes avant d'y ajouter le poids des sections supérieures. Avec la technique de haut en bas, les sections supérieures sont terminées les premières. Si elles sont trop lourdes, toute la structure s'effondre sur les ouvriers qui travaillent en contrebas. Mais les Nabatéens n'ont rien laissé au hasard. Et les ingénieurs découvrent aujourd'hui comment ils ont réussi à consolider la structure tout en réduisant les risques. La façade de cet édifice est assez surprenante. L'ingénieur Ed McCann a étudié la dynamique des forces qui s'exercent sur le Quesnay. Quand on le regarde en coupe, on voit qu'en fait, c'est une sculpture incluse dans la paroi. Donc, quand on s'intéresse à la structure et à la façon dont elle fonctionne, c'est très différent d'une construction conventionnelle. Au lieu d'avoir les 4 murs habituels, le Quesnay a une façade. Cette façade est structurellement intégrée à la paroi de la falaise. Le Quesnay est constitué d'une seule structure homogène. Il est taillé dans un seul pan de roche. Toutefois, il reste encore une zone sensible, celle du portique qui domine la section inférieure.
Des centaines de tonnes de roches sont suspendues au-dessus de cette vaste galerie ouverte. La solution est un linteau massif qui fait la largeur de l'édifice et qui supporte tout ce poids. Il repose sur 6 grandes colonnes, qui sont elles aussi taillées dans la roche. 4 d'entre elles sont solidaires de la paroi, tandis que celles du milieu sont indépendantes. Tout semble indiquer que ces 2 colonnes supportent la plus grande partie de la charge. Si tel est le cas, il est impératif qu'elles soient parfaitement rectilignes pour supporter le poids du linteau. C'est un gros risque à prendre. Mais les Nabatéens ont trouvé le moyen de l'éviter. Quand on regarde la structure, on voit ce qui a l'air d'un linteau soutenu par des colonnes. Mais en y regardant de plus près, on se rend compte qu'il est toujours fixé à la paroi, qu'il fait partie de la falaise, et qu'il est intégré dans la masse rocheuse à ses 2 extrémités. C'est difficile d'imaginer, même si on enlève les 2 colonnes centrales, qu'il puisse s'effondrer. Il existe des preuves à l'appui de cette théorie. Le Quesnay a subi un gros travail de restauration dans les années 1960. Avant cela, l'une des 2 colonnes centrales manquait. Des gravures du 19e siècle montrent clairement la colonne écroulée. Or, le Quesnay est resté intact. Ce ne sont pas des colonnes porteuses. Le linteau, et toute la façade d'ailleurs, sont entièrement soutenus par la grande paroi rocheuse dans laquelle ils sont sculptés. Ces découvertes montrent que la construction du Quesnay ne doit rien au hasard. Les Nabatéens savaient ce qu'ils voulaient faire et comment le faire. Ils avaient conscience de tous les facteurs dont il fallait tenir compte avant d'entamer ce type de construction. La construction était soigneusement planifiée et administrée. Cela signifie qu'il y avait non seulement des équipes de graveurs, de sculpteurs, de tailleurs de pierre, mais aussi un maître d'œuvre. Il y avait un architecte qui avait conçu la façade. Grâce à l'habileté de leur architecte, les Nabatéens ont pu créer ce qui ressemble à une structure monumentale, tout en prenant un minimum de risques et en économisant un maximum d'efforts. Si vous vouliez construire un édifice de cette taille en le faisant tenir debout tout seul, la technologie était complexe et le coût prohibitif. C'est donc une façon peu coûteuse et efficace d'obtenir un effet spectaculaire. Les experts ont établi la façon dont la façade avait été construite. Mais ils ne sont pas au bout de leurs investigations. Il reste des questions sur l'intérieur du Quesnay et sa fonction, sans compter que l'environnement inhospitalier soulève le problème du ravitaillement en nourriture et en eau d'une vaste main-d'œuvre dans un désert où la température peut atteindre 50 degrés Celsius. Mais avant cela, ils doivent résoudre une énigme plus pressante. Malgré une préparation méticuleuse, le choix du site paraît suicidaire. Le Siq, une étroite gorge qui débouche en face du Quesnay, a été creusée dans la roche par des milliers d'années de crues du Wadi Moussa. Or, celui-ci pouvait déborder de façon soudaine et imprévisible, alors que le Quesnay et ses ouvriers se trouvaient sur son trajet. Pour obtenir un impact maximum, les Nabatéens ont choisi d'édifier le Quesnay à la sortie du Siq, un défilé encaissé qui serpente jusqu'à l'entrée de la ville. Ils devaient pourtant savoir qu'ils n'allaient pas rester à sec toute l'année. Les précipitations sont irrégulières dans les milieux désertiques. L'eau peut monter de quelques centimètres à 1 mètre. C'est totalement imprévisible. Charles Ortloff est ingénieur en hydraulique. Il a étudié la gestion de l'eau dans le désert de Petra. Au cours de la saison des pluies, entre novembre et mars, les précipitations sont parfois si intenses qu'avant d'avoir le temps d'être absorbée par le sol desséché, l'eau finit par provoquer des crues subites et destructrices.
Il n'y a pas que l'eau, il y a aussi les débris qu'elle charrie. Et à cette vitesse, c'est très dangereux. La région de Petra ne fait pas exception. En cas de gros orages, toute l'eau est canalisée dans le Siq. Le Siq est le défilé le plus étroit et le plus long du secteur de Petra. Cette gorge de 100 mètres de profondeur, sur plus d'1 kilomètre de long, a été creusée par des siècles de crues. Au cours d'une averse particulièrement forte, elle pouvait se transformer en un torrent furieux qui montait jusqu'à 1,5 mètre de hauteur et qui déferlait sur le Casnet, menaçant sa délicate structure et ses bâtisseurs. Mais en 2002, les chercheurs ont découvert un réseau complexe de barrages ainsi qu'un tunnel de 30 mètres de longueur percé dans la falaise. Les Nabatéens avaient anticipé le danger. Le tunnel fait partie d'un plan sophistiqué destiné à maîtriser les colères destructrices du Siq. Les Nabatéens ont percé un très large tunnel. Il doit faire 3 mètres de hauteur sur 5 mètres de largeur et traverse la roche dure. C'est un énorme projet. Un barrage détournait les torrents d'eau vers un tunnel qui l'acheminait jusqu'à une gorge avoisinante en évitant celle du Siq. C'est un exploit remarquable pour des ingénieurs vivant il y a 2000 ans. Ils ont littéralement endigué l'inondation. Mais ils ne cherchaient pas seulement à protéger le Casnet. De récentes découvertes archéologiques ont permis de faire une avancée capitale dans l'étude de Petra. Le tunnel n'est qu'un des éléments d'un vaste système de gestion de l'eau. L'un des principaux aspects de l'étude des Nabatéens est aujourd'hui leur connaissance de l'hydraulique. Un réseau de citernes communicantes, de réservoirs, de canaux et de barrages couvre toute la superficie de la ville. Je crois que la surprise vient de l'ampleur de la réalisation. Son ampleur et sa sophistication en font l'un des plus grands exploits d'ingénierie hydraulique de l'Antiquité. Et il était d'une efficacité redoutable. Chaque goutte est utilisée d'une manière ou d'une autre, si bien que vous avez un approvisionnement en eau ininterrompu pendant toute l'année. C'était parfait. Cette découverte a résolu une autre énigme. Comment les Nabatéens ont-ils pourvu aux besoins en eau d'une vaste main-d'œuvre au milieu du désert? Ils comprennent l'importance du captage de l'eau, de sa canalisation et de sa distribution. Si vous manquez d'eau dans ce type d'environnement, vous mourrez. Les Nabatéens ont soigneusement choisi l'emplacement de Petra pour être sûrs qu'ils recueilleront suffisamment d'eau pour assurer un approvisionnement permanent. En fait, Petra est située au fond d'une cuvette. L'eau descend de tous les côtés jusqu'au centre de la ville. Tout en collectant les eaux de pluie, les ingénieurs captent l'eau des rivières avoisinantes. Je dirais que chaque cours d'eau situé dans un rayon de 24 km autour de la ville de Petra a été capté. L'acheminement de l'eau sur de telles distances est un processus complexe. Les Nabatéens ne disposaient que de canalisations en terre cuite. Ils pouvaient poser les tuyaux dans des tranchées creusées dans la roche, les fixer avec du mortier et sceller les joints avec un enduit étanche. Mais il y avait un problème. L'acier de nos canalisations leur permet de supporter d'énormes pressions internes, tandis que la terre cuite est beaucoup moins résistante. Ces conduites sont assez fragiles et quand les joints sont sous pression, ils ont tendance à sauter. Les Nabatéens devaient trouver un moyen de faire passer l'eau dans les canalisations sans risque de fuite. Et leur solution est visible au sommet des falaises qui entourent la ville. Ils devaient avoir un système qui ne générait pas d'importante pression interne, comme le système d'écoulement à déclivité constante, dans lequel l'eau s'écoule de façon régulière d'un bout à l'autre.
le gradient constant gère les forces qui s'exercent à l'intérieur de la canalisation en régulant le débit de l'eau. Quand les canalisations sont pleines, l'eau exerce une énorme pression sur les minces parois. Mais il suffit qu'il y ait une couche d'air entre l'eau et les parois pour diminuer la pression. C'est ce qu'on appelle le système hydraulique à surface libre. Le meilleur moyen de faire circuler un fluide dans une canalisation est de placer cette dernière à une certaine hauteur. On obtient un rendement optimal quand la canalisation est à 80% pleine. La pente suivie par les canalisations de Petra est parfaitement étudiée pour obtenir cet écoulement. Les Nabatéens y ont fait passer un maximum d'eau en prenant un minimum de risques. Il y a plus de 2000 ans, ce peuple primitif était un spécialiste de l'hydrodynamique. Ils ont maîtrisé les principes du flux hydraulique dans les systèmes de canalisation à un niveau qui n'a été égalé qu'au XXIe siècle. S'il est relativement facile de collecter l'eau de pluie pendant la saison humide, il est plus difficile d'en trouver pendant les mois de sécheresse. La solution, les réservoirs souterrains. Il y a 200 citernes dans la ville. L'ingénieux système de canalisation en terre cuite à la surface du sol est complété par ce réseau complexe de citernes souterraines. Quand on regarde la contenance de ces cuves, on voit qu'elles renferment de quoi subvenir aux besoins d'une vaste population pendant plusieurs mois. Qui plus est, l'ampleur du réseau hydraulique laisse supposer que la ville pouvait abriter 50 000 habitants et plusieurs milliers de visiteurs. C'est une très grande ville. Et selon les normes de cette époque, c'était probablement l'une des plus grandes de toute cette région. À son apogée, Petra devait être l'une des plus belles villes de la province, et son réseau hydraulique était bien plus qu'un simple moyen de survie. Il devait y avoir des fontaines, l'eau devait être un luxe qui dépassait la simple survie. Elle devait être un symbole de réussite. La cité est une oasis artificielle au milieu du désert. Il y a des jardins, des fontaines, des citernes. Où que l'on porte son regard, il y a de l'eau qui ruisselle de quelque part. Petra reflète l'ambition de ses habitants. Ils construisent des monuments colossaux au centre de la ville, de grands temples et des mausolées à proximité des principales voies de circulation, ainsi que le théâtre et les magnifiques tombeaux royaux de la rue des Façades qui part de l'entrée de la ville et du Sikh. Une des façons de montrer votre puissance sur la scène internationale est de créer une ville dont tout le monde se souviendra. L'incarnation suprême de la réussite des Nabatéens est le Kasneh. Le Kasneh, avec ses superbes motifs décoratifs, exprime et démontre la richesse et la puissance des Nabatéens. Il se trouve à l'entrée de Petra. Il a dû être placé ici pour impressionner les visiteurs. C'était une façon de se mettre en valeur. Mais les Nabatéens n'ont pas construit cet extraordinaire monument dans le seul but d'en imposer à leurs visiteurs. Quelle était la raison d'être du plus bel édifice de la ville de Petra, le Kasneh? Les falaises de Petra sont criblées de structures taillées dans la roche. Il y a aussi bien des tombeaux que des temples et des maisons. À voir la taille impressionnante du Kasneh, il a visiblement été conçu dans un but important. Mais lequel? Les indices sont cachés dans les sculptures. La grande façade est ornée de personnages mythiques, d'animaux, de feuilles et de fleurs. Mais elle présente un contraste frappant avec le style décoratif traditionnel des Nabatéens. Généralement, ils dessinaient des motifs géométriques et représentaient leurs dieux à la mode arabe sous forme de blocs rectangulaires. Les dieux des premiers Nabatéens du 3e et 4e siècle avant Jésus-Christ sont des blocs de pierre. Loin d'être de simples blocs de pierre, les sculptures de la façade
sont des Amazones, les redoutables guerrières des légendes grecques. La couronne d'Isis, la déesse égyptienne, a été retrouvée au centre, tandis que juste au-dessous, la tête de la méduse observait les visiteurs. Le Quesnay est, à notre connaissance, la première grande façade qui comporte des symboles empruntés à d'autres cultures. C'est certainement la plus grandiose. Les Nabatéens ont gagné plus que des richesses sur les routes commerciales du désert. Au cours de leur voyage dans les pays de la Méditerranée orientale, ils ont acquis des idées, des styles artistiques et des croyances. Les dieux des Nabatéens finissent par changer. Ils changent d'apparence. Ce ne sont plus des blocs de pierre. Ils ressemblent à Zeus, Isis, Aphrodite, aux dieux des nations qui les entourent. Et l'influence des pays méditerranéens ne se limite pas au style décoratif. La totalité de la façade est un exemple d'architecture classique. Je crois que par son aspect monumental, l'influence égyptienne est très nette. Mais celle du monde gréco-romain est aussi présente. S'il est facile d'imaginer où les Nabatéens ont puisé ces idées, il est plus difficile de comprendre pourquoi ils ont voulu les copier. La réponse est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a 2000 ans. Regardez mes vêtements. Je ne porte pas le costume jordanien traditionnel. Regardez nos voitures. C'était la même chose à cette époque, où la culture gréco-romaine était dominante. À mesure qu'ils acquièrent le savoir et la richesse, les Nabatéens adoptent la mode de leur temps. Aujourd'hui, en étudiant les symboles empruntés aux autres mythologies, les sculptures peuvent révéler des indices cruciaux sur la fonction du grand monument. On a les 4 aigles qui étaient censés emporter l'âme des défunts au ciel. À côté, on a 6 Amazones qui dansent avec leurs haches à 2 tranchants. C'est la danse de mort des Amazones. Et les 2 personnages à la base du Quesnay sont peut-être les jumeaux romains, Castor et Pollux, qui guidaient les âmes des défunts dans le monde souterrain. Il y a une forte relation avec la mort dans pratiquement tout ce qu'on voit ici. D'autres éléments nous indiquent que le Quesnay est dédié aux morts. Dès l'entrée, ici, on voit un bassin percé d'un trou qui débouche sur une gouttière. Il était certainement destiné aux offrandes sacrificielles. Les gens arrivaient, voyaient la merveilleuse façade, s'approchaient, déposaient leurs offrandes, qui pouvaient être des huiles ou des parfums précieux. Ils sacrifiaient peut-être un petit animal dont le sang s'écoulait par là et était recueilli dans une vasque à l'extérieur. Les offrandes et les sacrifices aux morts jouent un rôle important dans les croyances des Nabatéens. Les symboles liés à la mort et aux rituels funéraires sont des indices de la fonction du Quesnay, mais ils n'en révèlent pas le véritable objectif. Pour savoir si c'est un temple, un monument ou un tombeau, il faut peut-être chercher à l'intérieur. Passé la somptueuse façade, l'intérieur est une surprise. Pas de grandes enfilades de salles ou de décorations sophistiquées. Juste une chambre principale de 12 mètres carrés sur 13 mètres de hauteur avec 2 chambres annexes. La construction de ces salles sans la technologie moderne est presque inimaginable. Les ouvriers travaillaient dans des conditions insoutenables. L'air devait être rempli de poussière. Ils travaillaient dans une atmosphère confinée et dans l'obscurité. Ils ne devaient être éclairés que par de petites lampes à huile, tandis qu'ils s'enfonçaient péniblement au cœur de la falaise, avec pour seuls outils des pics, des burins et leurs mains nues. Les chambres étaient creusées selon la même technique de haut en bas que la façade extérieure. Quand les ouvriers atteignaient le niveau situé sous le grand linteau, ils s'attaquaient aux salles intérieures.
Ils ont commencé par percer un tunnel dans la roche, qu'ils ont élargi pour créer le vestibule derrière les colonnes. Ensuite, ils ont percé d'autres tunnels pour créer le plafond des chambres. Les seules preuves de l'utilisation de cette technique sont les fenêtres que l'on voit au-dessus des portes et qui montrent l'entrée des premiers tunnels. Ensuite, à mesure que les travaux se poursuivaient sur la façade et que la plateforme de travail descendait, ils s'occupaient du sol des salles intérieures. On estime qu'environ 5000 à 6000 blocs de pierre ont été extraits de l'intérieur du Khazneh. Les carriers ont extrait 6000 mètres cubes de roche de l'intérieur du monument, l'équivalent du volume de 2 piscines olympiques. C'est un exploit incroyable. Mais le secret de leur réussite ne tient pas uniquement à leur intense labeur. Malgré sa simplicité, la chambre résulte elle aussi d'un savoir-faire extrêmement complexe. Elle doit en effet supporter le poids de plus de 160 mètres de hauteur de roche. Vous avez cette énorme masse au-dessus de vous. Des dizaines de mètres de roche qui reposent sur cet espace vide. Leur poids doit bien passer quelque part. Or, la charge suit la pente la plus raide. La pression s'applique donc sur les côtés et vers le centre de gravité. Le problème surgit quand la salle est trop large. La charge de l'énorme masse qui se trouve au-dessus ne peut pas se répartir sur les côtés. Elle pèse sur la partie centrale qui s'effondre. Les Nabatéens avaient bien compris les limites de leur plan. Ils ont fait en sorte que les chambres intérieures soient suffisamment petites pour éviter un effondrement catastrophique de la voûte. Cependant, la simplicité de l'intérieur n'offre aucun indice sur la fonction religieuse du Khazneh. On a beaucoup spéculé sur le sujet. On s'est demandé par exemple si c'était un temple, mais il n'a pas la bonne configuration. On a aussi parlé de tombeaux. Mais encore une fois, on n'y trouve aucun signe d'inhumation. Il n'y a aucune trace de sépulture, ni sarcophage, ni socle sur lequel poser un cercueil. En l'absence de restes humains, il faut écarter la thèse du tombeau. C'est peut-être un monument érigé en l'honneur d'un grand roi. Le Khazneh est si colossal qu'il a dû être construit par quelqu'un d'extrêmement riche et puissant. Certainement un roi. Mais quel roi? Voilà une autre question. À défaut de date précise, les archéologues situaient la construction du Khazneh dans une fourchette de 150 ans, aux environs de la naissance du Christ. Pendant ce laps de temps, plusieurs rois nabatéens auraient pu le faire construire. Sans autre piste à suivre, il fallait se résigner à admettre que la véritable raison d'être du Khazneh ne serait jamais découverte. C'est alors que les archéologues ont fait une découverte capitale. En 1996, ils ont trouvé la preuve que le rez-de-chaussée du Khazneh était beaucoup plus bas à l'époque nabatéenne. Cette découverte a incité un homme à entreprendre une exploration souterraine dans le but de percer le dernier secret du Khazneh. Pendant des siècles, la raison qui a poussé les Nabatéens à construire le Khazneh est restée un mystère. Aujourd'hui, une découverte capitale a mis au jour des indices cruciaux sur son véritable usage. On a fait des fouilles et des découvertes, mais aucune n'est aussi importante que celle-ci. Ces fouilles nous donnent des renseignements supplémentaires sur ce magnifique monument de Petra. Souleymane Farajat était le directeur du parc archéologique de Petra. Il savait que les 300 derniers mètres de la surface pavée du Sik, la gorge sinueuse qui mène à Petra, étaient enfouis sous le sable. Il s'est dit que si le chemin poursuivait sa trajectoire descendante, il devait aboutir au Khazneh, au-dessous de l'actuel rez-de-chaussée du monument. Il pouvait donc y avoir un autre niveau enfoui sous le sable accumulé depuis des siècles.
En 2003, il lance un vaste chantier de fouilles. Son intuition s'avère payante. 6 mètres sous la surface, il fait une découverte. Quatre chambres funéraires. À l'intérieur, les ossements de 11 individus. C'est la 4e tombe que nous avons mise au jour. Nous avons trouvé une sépulture ici, celle d'un homme, et des crochets qui servaient à suspendre des offrandes, comme de l'encens. Le Quesnay est bien plus qu'un simple monument. C'est un mausolée qui renferme une crypte souterraine. Mais qui a été inhumé ici? Ces squelettes sont-ils ceux du bâtisseur royal et de sa famille? Pour identifier le roi, Farajat avait besoin de dater les restes humains. Les experts ont analysé les objets retrouvés dans la tombe. Tous les objets datent du début du 1er siècle après Jésus-Christ. Le 1er siècle de notre ère. L'identité probable du roi du Quesnay est enfin révélée. Je crois que le Quesnay a été sculpté pendant le règne d'Arétas IV. Arétas IV, peut-être le plus grand et le plus puissant des souverains de Pétra. Nous pensons que le Quesnay a été construit par le roi Arétas IV. C'est au cours de son règne que la civilisation nabatéenne a atteint l'apogée de sa puissance et de sa richesse. Plus de 80% des pièces de monnaie nabatéennes retrouvées sur le site sont frappées à l'effigie d'Arétas IV. Apparemment, il a utilisé cette richesse à bon escient. Les experts croient que c'est le souverain qui a le plus contribué au développement de la ville. On lui attribue la construction des grands temples et des rues. Il semble bien qu'il ait aussi fait construire le plus beau monument de Pétra pour servir de mausolée à sa famille. À mon avis, il y a un membre célèbre de la famille du roi Arétas IV inhumé dans l'une de ces tombes. On pense qu'Arétas est enseveli ailleurs. Mais ces caveaux souterrains peuvent contenir les restes de ses proches parents. Arétas s'est vu conférer le titre d'ami du peuple. Et le Quesnay semble avoir été l'objet d'une grande vénération. Les fouilles de Souleymane Farajat révèlent qu'il est au cœur d'un complexe religieux prospère. Les archéologues ont retrouvé des récipients contenant de l'encens et des offrandes aux dieux, ce qui prouve que c'était aussi un lieu de culte. Les autels et les offrandes rituelles laissent entendre que c'était un lieu de culte et de pèlerinage. Tous ces nouveaux faits nous forcent à revoir la place de Pétra et des Nabatéens dans l'histoire. L'image des Nabatéens a radicalement changé au cours des 10 dernières années. Ils étaient bien plus que des marchands itinérants. C'étaient des architectes accomplis. La combinaison des éléments puisés dans les autres cultures et de leurs talents architecturaux leur a permis de créer un monument d'une beauté stupéfiante. C'était une civilisation extraordinaire. C'était un peuple extraordinaire. Et le Quesnay est leur plus belle réussite. Il reste aujourd'hui le symbole de l'âge d'or d'une cité sculptée dans la roche du désert par l'ingéniosité d'un peuple légendaire. Un peuple qui a finalement retrouvé sa place légitime dans l'histoire. La légende survit avec les milliers de visiteurs qui viennent s'émerveiller devant le joyau incontesté de Pétra, la cité perdue des Nabatéens.